Bonjour les amis, je vais ouvrir aujourd'hui une chronique sur le paranormal. Encore un sujet qui fait rire, certes les incultes, mais aussi hélas beaucoup de scientifiques. Comme ce microchirurgien Alexander Eben qui mettait sur le compte d'hallucinations les histoires d'expériences de mort imminente que ses patients lui racontaient. Jusqu'au jour où cela lui est arrivé aussi. Depuis, il a écrit beaucoup de livres très intéressants, dont le dernier, Voyage d'un neurochirurgien au cœur de la conscience, qui est une pure pépite. Mais il n'est pas le seul scientifique dans ce cas. Et vous allez découvrir tout au long des émissions que je vais faire que dans de nombreux pays, le paranormal est pris très au sérieux et vous allez en être surpris. J'ai constaté ces derniers mois que l'on venait de plus en plus m'écrire pour me demander des conseils, de l'aide, de la part de parents venant me détailler ce que leurs enfants voyaient, vivaient, ressentaient. Les enfants sont bien plus touchés que les adultes par les phénomènes paranormaux. Avant de faire cette émission, j'ai lancé un sondage dans ma communauté YouTube. Le résultat a été incroyable, tant en termes de rapidité de réponse, largement plus de 1000 votes en 24 heures, que par les résultats, et encore bien plus par les nombreux commentaires. Le résultat a été que seuls 30% des personnes qui ont répondu n'ont pas eu affaire à des phénomènes paranormaux dans leur vie. Alors certes, vous allez me répondre que c'est normal vu les sujets que je traite. Justement, je ne suis pas une chaîne spécialisée dans le paranormal. Et on verra que l'on va retrouver ce pourcentage dans d'autres pays avec des statistiques bien plus éprouvées. Mais le plus étonnant est de lire vos témoignages. C'est juste énorme. Et on s'aperçoit dans les commentaires que vous avez été affectés des phénomènes que vous décrivez, que je conseille à tous de lire, car ils sont trop nombreux. Il y en a eu plus de 200 en 24 heures. Que ces phénomènes, vous en êtes témoins depuis petit pour la majorité d'entre vous. Et vous vous exprimez beaucoup sur le sentiment de solitude, des non-réponses que vous avez reçues, de la non prise en compte par vos parents et encore moins du corps médical. Une synchronicité étonnante m'a fait connaître une femme formidable que je vais vous présenter dans un instant, qui a eu 2 filles sujettes à ces phénomènes paranormaux, même si elle avait été aussi un petit peu affectée étant petite, et qui, avec son mari qui est tout aussi formidable, les a crus, on verra comment, et qui a décidé d'ouvrir un site internet dédié à ces phénomènes. Mais pas un énième site lambda qui part dans tous les sens, un site que je qualifierais de très scientifique, où chacun pourra trouver de l'aide sans tomber chez des charlatans, des gourous ou des illuminés. Je vais vous présenter tout cela et je suis heureux d'accueillir Alexandra Urfer-Jungen. Bonjour Alexandra. Bonjour Silvano, comment vas-tu? Je vais bien. Alors Alexandra, tu habites en Suisse Oui, à Payerne. et donc, étant petite, tu avais vécu un phénomène, tu l'expliques bien sur ton site internet pour ceux qui voudront les lire à l'âge de 6 ans. Tu as fait des études de sciences politiques, tu as travaillé ensuite dans une télévision suisse romande, ton mari est dans l'informatique et vous avez eu 2 filles. Exact, exact. 2 filles un petit peu particulières, donc ça nous a obligés à chercher ce qui se passait. Eh oui, alors comment ça a commencé? Parce que, alors déjà toute petite, une de tes filles, je ne sais plus laquelle, s'appelle Laura et Samantha, était très intriguée par la forme de tes prises électriques. Ah oui, ça c'est Samantha. Elle était très intriguée parce qu'elle nous demandait, mais tout le temps, pourquoi les prises électriques avaient cette forme particulière. Et ben, on s'est dit, ben, c'est parce qu'elle veut comprendre le mécanisme d'une prise électrique. Ça nous semblait un peu bizarre pour une si petite fille, mais enfin,
On essayait de lui expliquer et chaque fois, elle revenait avec la même question. Et on n'a jamais compris pourquoi elle était à répéter tout le temps pourquoi les prises électriques ont cette forme-là. Et on a découvert le poteau rose seulement en avril dernier en allant aux États-Unis. On s'est aperçu qu'elle demandait pourquoi les prises électriques avaient cette forme particulière, parce que les prises électriques helvétiques n'ont pas la même forme que les prises électriques américaines. Et comme elle se souvenait vraiment de manière très précise d'une vie antérieure, peut-être passée à Brooklyn, eh ben, c'était tout à fait cohérent avec ses souvenirs. Voilà. En fait, vous étiez à Brooklyn parce que justement, ta fille se souvenait, on va dire quand même assez nettement, d'une ancienne vie récente en plus, hein, Oui, passée entre 1972 et 2000. entre 1972 et 2000. Oui, désolée, je parle en suisse. Donc, c'est vraiment très récent, d'une vie passée à Brooklyn. Et donc, vous êtes allé à Brooklyn. Et là, aux surprises, pas besoin de guide, pas besoin de rien du tout. Votre fille. Non, elle a pu vraiment nous guider dans les rues, en particulier là où on pense qu'était son ancienne habitation. On est quasi certain de l'avoir retrouvée. Malheureusement, c'est plus les mêmes habitants. La maison a sans doute été vendue. Et surtout, alors ce qui nous a impressionné, c'était sur son lieu de travail, donc au palais de justice. Elle était une des nombreux employés du palais de justice. Et elle a pu nous guider complètement dans le quartier, elle a pu nous dire qu'est-ce qu'on servait dans quel restaurant, où ne pas aller manger parce que c'était pas bien, parce que le patron est un margolin. Enfin, et surtout, ce qui nous a le plus impressionné avec mon mari, c'est qu'elle a pu nous indiquer où était l'entrée de service des employés du palais de justice. Et cette entrée de service, vraiment, elle était très cachée. Donc, elle ne pouvait pas savoir. Elle nous en a parlé en plus avant qu'on arrive devant. Donc, c'était incroyable. Elle pouvait vraiment nous guider dans tout ce quartier. Ça, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment super ce que vous avez fait, toi et ton mari, dans ces recherches-là, parce que donc, on va en venir. Tu as vécu donc des choses avec tes deux filles. On va pas pouvoir tout raconter dans cette première émission parce que sinon elle va durer à peu près 75 heures. Tu m'as raconté beaucoup, je peux vous dire que c'est juste hallucinant. On verra si on fera aussi une émission parce que tes filles sont aussi très sensibilisées par l'impact que ça a eu sur leur vie, sur leur scolarité par rapport aux autres, de devoir vivre des phénomènes aussi intenses qu'elles ont vécu, qu'elles vivent encore. Et ben, évidemment, toi, en tant que parent, tu n'étais pas prête à ça, donc tu as essayé de chercher, de trouver de l'aide, de trouver sur Internet qui pouvait t'aider. Alors, tu as trouvé des gens formidables, mais tu as aussi trouvé tout et un peu n'importe quoi. Et cela t'a décidé, toi aussi, avec ton mari, d'aider les parents qui se sont trouvés dans votre situation. Et tu as créé un site Internet que l'on va présenter, qui est formidable. Oui, alors, en fait, comme beaucoup de personnes, on cherche quelque chose et puis on ne le trouve pas. Puis on se dit, bon, finalement, il faut le faire soi-même parce que il y en a besoin. Moi, j'aurais vraiment aimé trouver un site internet qui me donne des réponses sans avoir besoin de passer. Là, sur le site, il y a déjà 3 ans de recherche dessus, hein, mais intensive. C'est pas chaque fois que j'ai un moment, je travaille sur le site à faire des lectures. Donc, c'est vraiment un très, très gros travail. Et tout le monde n'a pas la possibilité de passer autant de temps pour avoir des réponses. Parfois, il faut fouiller. Hein, c'est vraiment, ça ne se fait pas tout seul. Et je me suis dit, il faut vraiment qu'on puisse aider ces enfants parce qu'ils sont très nombreux. Ça, je l'ai découvert en tant que diacre aussi et surtout en tant que catéchète. J'ai réalisé que beaucoup de personnes sont touchées par ces phénomènes, et même pas dans l'Église, parce que beaucoup de mes collègues ministres de l'Église ne croient pas à ces phénomènes. Étonnamment d'ailleurs, puisque la Bible en est plein.
Ah oui. Alors, catéchète, tu donnes des leçons de catéchisme. Voilà, bah, c'est un peu la particularité dans notre région, c'est que dans le canton de Fribourg, enfin, moi je suis sur Vaud, mais j'ai été engagée sur le canton de Fribourg, on donne encore des cours de religion à l'école. Oui, oui, mais tu sais, moi je vis en Alsace, et en Alsace, on a pris beaucoup de choses de l'Allemagne, la Suisse aussi, et il y a dès l'entrée en CP des cours de religion. Alors, avant, ils étaient obligatoires, maintenant, ils sont optionnels, mais il faut le dire en début d'année. Voilà, bah, c'est Bon, pareil ici aussi. et ils sont suivis, moi, dans l'école que ma fille a été, la première, en CP, ça a été la seule qui ne faisait pas le cours de religion, quoi. Donc, elle se retrouvait pendant 1 heure toute seule. Mais c'est très suivi, hein. C'est vraiment, c'est la première communion, la deuxième communion. L'Alsace est très, très religieuse. Euh, et donc, toi, ça te permet d'être aussi en contact avec des enfants. Oui, alors maintenant, je ne travaille plus au sein de la paroisse, mais ces 4 années m'ont permis une fois de plus, de voir le nombre de personnes qui étaient touchées par ces phénomènes. Je m'y intéresse depuis toujours quelque part, puisque j'ai été interpellée à l'âge de 6 ans. À l'âge de 10 ans, j'ai commencé à faire des lectures. Alors, ça touchait plus quelque chose qui te concerne, les ovnis. Et après, je n'ai pas arrêté de me poser des questions. Je me suis toujours demandé, mais qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que la mort? Qu'est-ce que la réalité? C'est ces 3 grandes questions que je me suis toujours posées. Et j'ai toujours essayé de comprendre ce qui se passait. Ouais. Alors, ce site, on va le présenter, je vais le présenter en images. Donc, la page d'accueil. Sous accueil, vous cliquez, c'est se poser des questions. Les phénomènes paranormaux en chiffres. Et là, les chiffres, ils sont étonnants. Ah oui, alors je dois dire que c'est aussi ce qui m'a beaucoup étonnée. C'est, j'avais pu constater sur le terrain que pas mal de personnes étaient touchées, mais je ne pensais pas que c'était des chiffres aussi élevés. C'est pour ça que je les ai mis tout de suite dans l'accueil. Parce qu'en général, on me dit, ah oui, mais y a juste 1 ou 2 personnes, un petit peu des allumés qui phénomènent. Eh bien non, quand 2 tiers des personnes sont touchées par des phénomènes paranormaux, ce n'est pas tellement anecdotique. Alors, ce site, Et puis des Alexandra, chiffres. tu l'as. Donc, on a vu l'accueil. Tout de suite après, on peut cliquer sur différents phénomènes paranormaux. Alors, tu les listes, les capacités psy, les expériences de mort imminente. Tu as été du reste étonné par le fort pourcentage dans ma communauté, parce qu'on a atteigné quand même 6%. Oui, c'est supérieur à ce qui est donné dans les chiffres. Maintenant, est-ce que c'est seulement expérience de mort imminente ou expérience de type EMI? Parce que là, ça touche beaucoup plus de personnes. Aux États-Unis, il y a même des chiffres qui disent 1 personne sur 2 a vécu une expérience spirituelle, donc de type EMI. Donc, je ne sais pas ce que les personnes voulaient dire. Est-ce que elles étaient vraiment en danger de mort ou est-ce qu'elles ont vécu quelque chose qui ressemblait à une expérience de mort imminente? D'accord. Et donc là, oui, tu distingues les expériences de type EMI, les dons de guérison, l'hypersensibilité, l'intuition, la médiumnité, les phénomènes paranormaux autour de la mort, la psychokinèse. C'est quoi la psychokinèse? Ce qu'on appelle la télékinésie en termes courants, mais c'est plus poussé que ça. Donc, D'accord, on parle de micro, macro psychokinèse et même de biopsychokinèse. Donc, d'accord. là, je n'ai pas encore mis les pages, mais ça va venir. Les sorties de corps, les souvenirs d'autres existences, la télépathie, la vision à distance et la voyance. Et ensuite, en continuant dans le site, tu as un titre, c'est pas scientifique. Et là, tu expliques l'histoire du matérialisme, les scientifiques face aux expériences paranormales. Donc là, c'est un énorme travail que tu as fait sur ce sujet. Oui, alors j'ai beaucoup collecté de remarques, de données qui étaient données par justement ceux qui travaillent sur le paranormal, mais de manière vraiment très scientifique et sérieuse, et ben, aussi des témoignages. Et j'ai réalisé que les scientifiques, ils peuvent faire le travail le plus sérieux du monde, le plus scientifique possible sur le paranormal. On ne va jamais les prendre au sérieux.
et surtout, ils auront beaucoup de difficultés à être publiés. Donc, je voulais comprendre pourquoi et j'essaye d'expliquer pourquoi finalement le paranormal, qui a des preuves chiffrées, indéniables, pourquoi est-ce qu'il n'est toujours pas admis aujourd'hui? Donc, c'est pas scientifique, ça répond, c'est un petit peu la petite phrase qu'on me dit toujours, ceux qui n'y croient pas, ils disent: ah, bah, de toute façon, tout ça, c'est pas scientifique. C'est un peu une remarque à ces personnes. Et oui, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de scientifiques qui se sont intéressés au sujet, qui s'intéressent au sujet, Mm. mais plus ils s'y intéressent, plus on sent qu'on les écarte du domaine scientifique. Voilà, non seulement on les écarte, mais en plus les règles qui sont valables pour toutes les autres recherches de la science, tout d'un coup sont plus valables quand ça touche au paranormal. Notamment les taux statistiques, on demande pratiquement des taux de 100% pour le paranormal, alors qu'on demande beaucoup moins pour les autres domaines de la recherche. Après, il y a les problèmes de la responsabilité. Pourquoi l'approche matérialiste a-t-elle autant de poids? Le crédit scientifique, les pseudo-sceptiques, les psys et le paranormal. Ça, c'est un sujet très important parce que, comme tu l'as dit, tu as d'abord abordé la question du paranormal chez les enfants et les adolescents. Tu as construit ce site pour les parents Oui. qui sont totalement désemparés face à ce que vivent leurs enfants et pour aider les parents à comprendre ce qu'il se passe au-delà des préjugés, des tabous, et que ce site s'appuie au maximum sur des recherches scientifiques avec des références fiables. Hein. Mhm. Et tes publications ne sont pas le fruit de, on pourrait appeler huluberlus, illuminés, mais des chercheurs patentés. Oui. Ils publient, hein, quand même, dans des comités de revues importantes, même si effectivement ils n'auront jamais accès à des revues. Alors si, justement, on a quand même des parutions dans Science, dans le Lancet, vraiment dans des revues tout à fait reconnues, mais il n'y en a pas énormément. Mais il y en a quand même de plus en plus parce qu'il y a des faits. Et pour finir, on est obligé de faire passer les faits. Et je pense aussi que l'arrière-garde de scientifiques très, très matérialistes, elle commence gentiment à s'effriter face aux chiffres, enfin aux expériences, aux résultats qui montrent que le matérialisme n'est plus crédible, tout simplement. Évidemment, évidemment. Et alors le problème, le gros problème, c'est que beaucoup de parents face à cette situation avec leurs enfants ont le réflexe évidemment d'aller voir un psy. Et là, tu montres d'expérience que l'énorme majorité des psys ne connaissent strictement rien à ces phénomènes et encore moins se sont intéressés aux résultats de ces recherches scientifiques que tu citais plus tôt, et que, hélas, au final, ils font infiniment plus de dégâts qu'ils n'apportent d'aide aux jeunes. Exact. Tu peux expliquer ce qu'ils font comme dégâts? Alors, en général, il part du principe que tout ce qui est vécu est une pathologie, hein, et sont des hallucinations, alors que les recherches scientifiques ont montré que ce n'était pas le cas. Et puis, ils sont très destructeurs. Ils partent tout de suite dans des médications, voire l'enfermement. Et bon, les résultats, c'est que l'enfant ou l'adolescent, encore plus, qui vit ces phénomènes, il sait que ce qu'il a vécu est réel. Et quelque part, il ne va plus avoir confiance dans ce qu'il vit, dans ce qu'il ressent. Il va se sentir isolé, il va se sentir marginalisé. Et quelque part, on est à peu près dans les mêmes thématiques que celle de l'homosexualité. Avec un rejet, on veut changer la personne, absolument, on veut qu'elle rentre dans un cadre. Et beaucoup de psychologues aussi, parce qu'il y en a de ceux qui sont ouverts, ont fait le comparatif entre les enfants et adolescents qui vivaient des expériences paranormales et les enfants et adolescents qui étaient homosexuels. C'est exactement ça. Et donc, ils s'enferment, ils deviennent isolés. La Oui. scolarité, pour certains, devient très difficile. Ah, c'est un cauchemar total, avec un rejet complet, beaucoup des camarades.
Donc, il n'est pas rare enfin, d'être bousculé, d'être tapé, d'être traité de sorcière ou de sorcier, de fou, de folle. Ma fille cadette a été tout le temps traitée de shaitan à l'école, donc de Satan, enfin satanique. Et c'est vraiment très rude à vivre. Et alors, il y a ce côté très dur, mais en plus, la scolarité, elle est difficile parce que les profs ne comprennent pas ces enfants, donc ils les rejettent aussi, parce que tout d'un coup, un enfant, il n'a pas une attitude normale, il connaît des choses qu'il n'est pas censé connaître, il sait décrypter tout son enseignant, mais jusqu'au tréfonds. On ne peut rien cacher à un enfant qui a des capacités paranormales, donc l'enseignant qui n'est peut-être pas très sûr de lui ou qui veut faire croire des choses, il est tout de suite démasqué face à ses enfants. Donc, rejet immédiat, enfin, il est mis de côté, il a des punitions, on ne sait pas pourquoi. C'est très dur à vivre. Et le dernier élément qui rend la scolarité très difficile, c'est justement causé par ses capacités, parce qu'un enfant qui est médium, il est tout le temps interrompu en classe par des entités. Donc, pour se concentrer en classe, c'est pas facile. Ou tout d'un coup, s'il a la capacité de sortir de son corps et qu'il ne la maîtrise pas, il peut sortir, puis après on l'accuse de ne pas suivre en classe. Enfin, il y a beaucoup de phénomènes qui rendent la scolarité très compliquée. Oui, oui, oui. Je connais des cas d'amis qui ont des enfants médiums. C'est l'école, ils veulent en sortir le plus vite possible, quoi. Et Oui. ça, c'est pas à la fois pas bon parce que ça sort on va dire, tu vois, de la socialisation de l'enfant plus tard. Mais l'école n'est pas du tout adaptée. Déjà, chez nous, en France, je ne sais pas comment c'est en Suisse, l'école n'est pas adaptée aux autistes. Alors, tu penses aux enfants médiums. En plus, le harcèlement à l'école avec les réseaux sociaux a décuplé. Aujourd'hui, c'est un phénomène national. Déjà, un enfant normal subit des harcèlements. Alors, j'imagine ceux qui sont pour eux anormaux parce que médiums, ça doit être juste l'enfer. C'est pour ça que Talifi avait souhaité faire une émission pour aider encore plus en parlant de son expérience, de son vécu. Et donc, on en revient. En plus, les enfants ne sont pas dupes quand ils ont affaire à des psychanalystes aussi, comme tu le dis. Quand ils vont voir des psychanalystes, ils ne sont pas dupes. Ils voient tout de suite que le type, il n'y comprend rien et qu'ils ne peuvent pas lui faire confiance. Alors, ça c'est clair. Ils ressentent tout de suite à qui ils peuvent parler ou à qui ils ne peuvent pas parler. Et du coup, face à Samantha l'a aussi testé, face à un psy qui ne comprend rien, elle est obligée de cacher la plus grande part de sa vie parce qu'elle sait que si elle en parle, elle va être enfermée directement. Donc oui, c'est très compliqué. Alors, je tiens à préciser, il y a des psys qui connaissent ces phénomènes, qui savent accompagner correctement les enfants, mais même les adultes qui vivent ces phénomènes. Mais malheureusement, très peu ont ces connaissances. Ouais. Et toi, tu as aussi créé ce site parce que dans ton parcours de maman, et dans le parcours aussi du papa, parce que je l'associe toujours, parce que c'est quand même assez extraordinaire ce que vous avez fait à deux, c'est que vous êtes allé à la recherche de gens compétents. Et vous avez rencontré, fort heureusement, il n'y a pas que du négatif, des gens formidables. Tu me dis que... Alors, Ouais. alors en fait, c'était quand Samantha allait au plus mal, je ne savais plus que faire, chez qui me tourner. Et moi, j'ai eu la chance de pouvoir contacter, peut-être par mon parcours aussi qui est un peu journalistique. Oui, j'ai plein de casquettes, donc j'ai fait aussi du journalisme. J'ai osé aller contacter des personnes que peut-être d'autres n'oseraient pas aller voir. Donc, j'ai contacté l'INRES donc à Paris.
Je suis tombée sur Myriam Gablier, qui a été vraiment fantastique, qui a accepté de parler avec Samantha, qui a pu ainsi la rassurer sur ses mémoires d'ancienne vie. Et puis, elle nous a donné les coordonnées du docteur Tucker aux États-Unis, qui aussi nous a rassurés, mais malheureusement aussi du fait de l'éloignement. Puis, comme tous les chercheurs, il a très très peu de moyens, il n'a pas pu nous aider. Mais Myriam Gablier nous a mis en contact aussi avec ISNOE à Genève. Je savais qu'ils travaillaient sur les sorties de corps, mais je ne savais absolument pas qu'ils accompagnaient toute personne qui vit des expériences hors normes. Et grâce à eux, vraiment, c'était quelque chose de magique pour nous d'avoir un endroit où on a pu partager notre vécu, on a pu bénéficier d'un accompagnement en privé avec eux, mais aussi dans les séances de groupe. Et les séances de groupe, c'est aussi quelque chose qui amène énormément aux personnes ayant vécu hors normes, parce qu'on réalise, on n'est plus seul, donc enfin la solitude est brisée. Et puis, on peut s'entraider quelque part, dire, ah ben, tu as vécu ça, comment tu t'en es sorti. Et c'est quelque chose que j'ai envie aussi de proposer de mon côté, parce que ISNOE, bah, ils n'ont que quelques places à disposition, quelques fois par année. Je me suis dit que c'est peut-être important d'avoir un lieu où on peut discuter de ces phénomènes pour pouvoir briser la solitude. Mais Mon oui, rêve, mon rêve aussi, ce serait de pouvoir mettre en place, comme ce qui existe en église, ça s'appelle des groupes de maison. Les groupes de maison, c'est des gens qui vont c'est des familles qui se réunissent pour étudier un texte biblique et puis pour prier. Mais on pourrait imaginer la même chose pour les phénomènes paranormaux, justement pour briser cet isolement et qui ait un peu partout sur le territoire des personnes qui acceptent d'être des répondants et qui accueillent les autres, enfin d'autres familles, d'autres enfants qui ont un vécu hors norme. oui. Je précise que tu prends l'exemple de l'Église, mais c'est pas ce que tu fais. Hein. C'est pas là, Non, 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 maintenant je suis, je suis, voilà, maintenant ma foi elle est là, mais voilà, je suis complètement ouverte et même plus que ça. Je crois que Oula. quand on a vécu, enfin j'ai aussi vécu des expériences spirituelles, et quand on a vécu ça, on ne peut pas rester enfermé dans une religion précise, même si je suis profondément protestante réformée, mais vraiment, c'est mon identité, mais c'est mon identité à moi. Et je vais certainement pas ma fille cadette, donc Samantha, elle est plutôt catholique. Et puis ma fille aînée, elle est très liée aux spiritualités asiatiques. Donc voilà, même avec mes filles, on n'est pas sur la même religion. La liberté pour chacun. Alors, je précise Voilà. aussi que ISNOE veut dire Institut suisse des sciences noétiques. C'est une fondation reconnue d'utilité publique consacrée à l'étude de la conscience à travers les états modifiés de conscience non ordinaires. Il y a des gens formidables là-bas. Tu as rencontré Claude-Charles Fourier. Alors, tu as rencontré aussi Sylvie, moi je l'appelle Détiolaz, mais toi tu l'appelles comment? Des tueux là. Ah d'accord, Détiola. Ah ça va. Et, et, et alors, tu peux nous raconter la rencontre avec Claude-Charles Fourier et Sylvie Détiola? Ah bah, j'étais très surprise parce que j'ai envoyé en gros les souvenirs, enfin les vécus de Samantha. Parce que ce que je fais et ce que j'invite les personnes à faire, c'est d'écrire, si possible, ou faire un enregistrement, peu importe, mais en tout cas de noter tout ce que vit l'enfant euh, pour avoir une trace. Moi, ça m'a beaucoup aidé puisque avec ce récit, j'ai pu contacter Claude Charles et Sylvie. Ils ont lu le récit que j'avais fait et ils ont été très interpellés.
Et ils m'ont dit tout de suite de venir. Et c'est grâce à ça qu'on a pu avoir cette aide. Mais ils ont été d'une ouverture, d'une gentillesse, enfin, incroyable. C'est Hum. d'avoir des personnes en face qui peuvent répondre à vos questions et surtout offrir une écoute à la personne qui vit les phénomènes hors normes et qui ne les comprend pas, c'est extraordinaire. Mais oui, parce que là, déjà, ça résout deux problèmes. Un, pour l'enfant, je suis pas fou, je suis pas un monstre, je suis pas tout seul. Il rencontre enfin des personnes qui le croient, et ça, c'est rien que ça, c'est d'une importance capitale. Des personnes autres, déjà, c'est bien que, comme vous, papa et maman, vous les avez crus, mais des personnes autres que papa et maman, c'est juste énorme. Ça doit être juste, à ce moment-là, ça doit être quelque chose d'énorme pour eux. Et de discuter en groupe avec d'autres enfants qui vivent soit les mêmes phénomènes, soit des phénomènes différents, parce qu'ils ne sont pas tous pareils, ils ne vivent pas tous la même chose. Là, c'est un peu un soulagement. Alors, bon, dans le cas précis, ce n'était pas avec des enfants. On a eu la chance d'être accueillis dans des groupes d'adultes. Et là, même tous les adultes qui étaient présents, je les remercie parce qu'ils ont accueilli mes filles. Alors que, ouais, ce n'était pas forcément évident d'accueillir, surtout Samantha qui est beaucoup plus jeune, accueillir un enfant qui a 12 ans dans ces groupes, enfin, non, 13, ouais, je sais plus, 12-13 ans elle avait. Ouais, c'était des groupes d'adultes. Et ils ont été mais d'une gentillesse extraordinaire, ils ont été d'une écoute extraordinaire. Ça a été aussi très aidant et aussi bêtement de comprendre pour les filles qu'elles n'étaient pas toutes seules, d'entendre les autres récits et en tant qu'enfant pouvoir aider aussi des adultes qui ne savaient pas ce qui se passait, c'est revalorisant. Ah oui, énorme. Et donc, je rappelle, c'est très important aussi ce que tu as dit, de noter tout ce qu'ils vivent, de noter tout ce qu'ils disent, parce que souvent on se dit, on oublie vite, hein, hélas, la mémoire, on oublie vite, et de noter, c'est très important parce que par la suite, ça sert. Oui, exactement. J'ai vraiment essayé de noter de manière très, très froide. Il ne faut pas noter en disant ouais, je trouve un peu spécial ce qu'il raconte, sans remarque. Hein. On note de manière froide les événements qui nous sont donnés par l'enfant. Et souvent, parfois, il faut attendre une année, même 2 ans, ou parfois quelques mois, pour avoir des réponses. Mais on réalise après coup que ce qu'a dit l'enfant est tout à fait corrélé par ce que racontent d'autres personnes ou bien ce qu'ont découvert des chercheurs. Il faut parfois du temps pour faire ces corrélations et d'avoir les parallèles. Eh ben, ça permet de se rassurer aussi sur l'état de santé de son enfant, tout bêtement. Et aussi de pouvoir avancer, de pouvoir rassurer son enfant. Ça c'est extrêmement important parce quand on peut lui dire eh ben non, ce que tu as vécu, eh ben, d'autres personnes l'ont vécu, ou alors ce que tu as vécu, j'ai des preuves, quand c'est des souvenirs d'ancienne existence, ben, j'ai trouvé dans l'histoire que ce que tu racontes est vrai, eh bien c'est immensément rassurant. Oui, notamment une recherche que tu avais faite parce que ta fille aînée, hein, Laura, se souvenait d'une vie antérieure très violente. Elle était samouraï. Oui. Et elle te racontait des choses. Et justement, le fait de les avoir notées, ces choses, tu as noté les moindres détails, parce qu'elle parlait, par exemple, d'une bataille, d'une violence extrême, avec des ennemis venant sur des bateaux très plats, comme ceux des Vikings. Et elle les Voilà. appelait les Un-Vikings, à cause de leur physique ressemblant à des Mongols. Attila le Hun, je rappelle. Et donc, toi, tu étais très perplexe parce que tu n'avais jamais entendu parler. Tu avais entendu parler de jonques ou de navires de même type, mais pas de grands navires plats en Asie. Et donc, tu as fait des recherches assez poussées et tu as trouvé des informations concernant la flotte pirate qui s'appelait Murakami, qui a complètement confirmé les dires de Laura. Voilà, voilà. Alors ça, c'était quelque chose qui m'a bien touchée parce que, en plus, c'était un moment où elle se posait beaucoup de questions. Elle avait tellement d'images dans la tête qu'elle se disait, mais est-ce que il faut m'enfermer, tout simplement. Et
d'avoir trouvé des preuves historiques que ce qu'elle racontait était vrai, ben, tout d'un coup, c'est soulageant. Elle a pu respirer et se dire, ben non, finalement, toutes ces images, eh ben, c'est pas moi qui hallucine, c'est pas moi qui imagine, c'est quelque chose de réel. Ouais, et oui, ça c'est très important parce que sinon l'enfant pense qu'il est fou et qu'il est, surtout quand c'est des souvenirs d'une vie violente, il se dit faut qu'on m'enferme parce que sinon je vais tuer quelqu'un, je vais faire du mal autour de moi et parce qu'il comprend pas. Évidemment, qui peut comprendre ça? C'est juste impossible à comprendre. Et donc là, le fait de pouvoir trouver des éléments dans le passé, ben, l'enfant se dit ah mais attends, je suis pas fou, je suis pas folle. Et je crois que tu as encore été plus loin. Je crois que tu lui as présenté un professeur d'arts martiaux ou je sais Voilà, plus. exact. On a rencontré une personne qui était vraiment aussi fantastique, qui est un grand professeur. Je ne donne pas son nom, mais parce qu'il n'est pas au courant de ce que je fais là. Mais c'est un grand professeur d'arts martiaux, très reconnu au niveau international, et qui a accepté de rencontrer Laura. Alors malheureusement, le jour de la rencontre, Laura avait une tendinite qui l'a empêchée de montrer les gestes aussi longtemps qu'elle l'aurait voulu, avec un SAM donc. Mais par contre, elle a discuté pendant 2 heures avec ce prof d'arts martiaux et son bras droit, qui est aussi vraiment quelqu'un de très bon dans son domaine. Et tous deux ont parlé pendant des 2 heures non-stop avec Laura, justement, des arts martiaux, de comment ça pouvait être à l'époque. Et Laura a parlé, mais sans arrêt, sans pouvoir s'arrêter pour dire comment on vivait à l'époque, comment c'était sur les champs de bataille, comment on utilisait les armes. Ils n'ont pas réussi à la bloquer. Par contre, elle a montré euh, certaines failles dans leur raisonnement, notamment sur des techniques, des armes spéciales qui étaient utilisées et puis qu'on utilise aujourd'hui pour s'entraîner. Et elle disait, mais ça, c'est pas efficace. Et elle expliquait pourquoi. Elle les a coincés là-dessus. Incroyable, c'est incroyable. Ça c'est vraiment incroyable. Mais c'est vrai que est-ce que ces expériences de vie intérieure ont une relation avec ce que j'appelle moi le déjà vu? C'est-à-dire que on va dans un endroit où on sait qu'on n'est jamais allé, on n'est jamais, mais on a l'impression de le connaître et d'être déjà venu. Est-ce que ça a une relation? Alors, il y a plusieurs sortes de déjà-vus, hein, donc, je ne sais pas auquel tu fais allusion. Il y a parfois des déjà-vus, mais très sur des périodes très, très rapides. Style, je me rappelle, j'ai l'impression que j'ai déjà vécu ça il y a quelques minutes en arrière. Laura explique ça par le fait qu'en fait, on sortirait de notre corps et puis on re-rentre et en fait, ça créerait comme des bugs de mémoire. Un Donc, décalage. voilà, un décalage. Donc ça, c'est une forme de déjà-vu. Par contre, comme ce que vivait Samantha dans Brooklyn, où elle pouvait reconnaître toutes les rues, où là, c'est beaucoup plus profond. Là, je pense qu'on est dans des souvenirs de vie antérieure, très clairement. D'accord. Après, il y a encore d'autres phénomènes comme les cas de possession où on peut avoir la mémoire d'une autre personne qui, pas forcément négatives, hein, qui vont venir en nous, mais c'est pas tout à fait pareil. Les sentiments sont pas pareils. Quand on a un déjà vu lié à une vie antérieure, on sait que c'est moi qui étais là. C'est un sentiment très très fort. Et les souvenirs liés à ce qu'on voit autour de nous, on sait, c'est nous qui les avons vécus, c'est pas quelqu'un d'autre. Alors, justement, à propos de ça, aujourd'hui, il y a une mode sur Internet, c'est l'hypnose. Parce que ça aussi, on pourrait être tenté, certains parents, de se dire, attends, on va voir un peu pourquoi mon enfant a ces visions-là. On va les voir justement dans une vie antérieure. On va faire appel à des hypnothérapeutes, soi-disant. Aujourd'hui, il y a des hypnothérapeutes, au bout de 3 jours, ils ont le diplôme d'hypnothérapie. Est-ce que tu peux nous en parler?
Alors, c'est pas un sujet que je connais à fond, mais la seule chose que je pourrais dire, c'est attention danger. Vraiment, parce qu'en état d'hypnose, on peut attirer des choses pas très sympathiques vers nous. Et je pense pas que ce soit forcément très aidant. Je pense que c'est plus aidant de pouvoir être dans un groupe de partage où là, il n'y a pas de danger, on peut s'entraider. C'est plus aidant aussi de pouvoir noter, de trouver justement des preuves physiques ou historiques que ce que raconte l'enfant est juste. Mais l'hypnose, c'est quand même très dangereux. Donc, à moins d'avoir dans la séance d'hypnose peut-être un médium, mais vraiment un vrai qui est qualifié, qui peut dire attention, qui protège les lieux, il faut vraiment protéger l'endroit, peut-être par l'appel à des entités positives, comme je les appelle. Euh, mais le faire comme ça, tout de gauche, chez un hypnothérapeute qui, comme tu le dis, a eu son diplôme en 3 jours, je suis très méfiante. Je ferai une émission sur l'hypnose, là, parce qu'effectivement, il y a un boom énorme en ce moment de cette mode sur Internet, avec des gens compétents, hein, des gens qui savent ce que c'est la conscience, les états modifiés de conscience, qui n'ont pas juste un diplôme de 3 jours. Voilà. Ça rejoint un peu ce que tu dis. Après, si on continue sur ton site, on a l'item La science du 21e siècle. Donc là, on trouve Manifeste pour une science post-matérialiste, ce mystérieux cerveau, l'incroyable corps humain, autour de la physique quantique, un espace informationnel. Parce que il est quand même aujourd'hui assez incroyable que les physiciens quantiques, quasiment les plus élevés de ce qui étudie la science, quand ils font une expérience, par exemple avec des électrons, des protons, ce résultat d'expérience est totalement différent si un œil humain regarde l'expérience que s'il ne le regarde pas. Ça, ils sont complètement incapables de l'expliquer, mais ils l'admettent. Tu vois? Alors, la question est, il doit y avoir une relation quand même. Et donc, s'il y a une relation, c'est qu'on va trouver une explication. Donc, messieurs, n'acceptez pas le fait que, effectivement, votre expérience vous dise qu'il y a une différence si vous l'observez ou si vous ne l'observez pas, mais ne vous arrêtez pas là. Cherchez la raison. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, bah, c'est clair. Alors, je pense qu'il y a maintenant vraiment un mouvement de fond avec de plus en plus de scientifiques, mais ceux peut-être moins élevés dans la hiérarchie, qui se posent beaucoup de questions. Euh, il y a vraiment un mouvement de fond. Euh, et il y a beaucoup de questions parce que plus on avance dans les recherches scientifiques et plus on s'aperçoit que le paradigme qu'on a défendu pendant 2 siècles, donc le paradigme matérialiste, eh ben, il ne tient plus du tout la route à tout niveau, que ce soit pour étudier la biologie, que ce soit pour la physique, pour la chimie. Dans plein de domaines, ça ne fonctionne plus. Donc, il y a de plus en plus de remises en question et ben, c'est bien parce que ça permet aussi de mieux comprendre les phénomènes dits hors normes ou dits paranormaux, mais finalement qui sont très normaux. Ouais, très normaux pour ceux qui maîtrisent, oui, mais pour les gens de l'extérieur qui ne le connaissent pas. Par exemple, je prends ici, il y a un couple, on va dire, tout à fait normal, ce qu'on appelle tout à fait normal, c'est-à-dire que être au boulot dodo, foot pour le mari, tu vois, qui ont un enfant qui a des phénomènes, pour eux, ça va être anormaux. Ça va être, mon enfant n'est pas normal. Tu vois ce que je veux dire? Alors ça, oui, on a été drillé depuis l'enfance à croire que c'est pas normal. Mais on nous fait croire quelque part depuis tout petit que c'est pas normal, mais en fait, on a même des signes physiologiques pour la précognition, par exemple. On a fait des études qui ont montré que notre corps a conscience à l'avance qu'il va y avoir, par exemple, pour une expérience, des images violentes qui vont apparaître. Donc, il sait à l'avance, il va réagir à l'avance, mais on n'en a pas conscience. C'est vrai ça, exactement. Exactement ça. Et c'est vraiment impressionnant à voir hein, que le corps réagit avant que Oui, notre cerveau le sache. Quoi, hein. oui.
Bon, ça, c'est très connu quand même, par exemple, de pilotes de chasse, de personnes travaillant dans des milieux dangereux, la police, les militaires, les pompiers. Il y a une intuition du corps qui fait qu'ils peuvent échapper à certains dangers. Alors, dans le sondage que j'ai fait, donc j'ai remarqué évidemment, chez moi, c'est des adultes qui répondent qu'ils ont ces phénomènes depuis tout petit. Mhm. Euh, et- Qu'est-ce qui fait que les enfants sont plus touchés que les adultes? Ben, apparemment, on est tous avec des capacités paranormales. Donc, c'est tout à fait normal d'être avec des capacités paranormales. C'est un paradoxe. En fait, les capacités psy, donc voyance, télékinésie, euh, vision à distance et télépathie, seraient des outils de base du nourrisson. Donc, ça lui permettrait, enfin, et du très jeune enfant, notamment la télépathie, ça permettrait un contact avec la maman, un contact permanent pour qu'elle s'occupe de lui sans avoir besoin de la parole. Et des expériences ont été menées par Robert Sheldrake, qui est un biochimiste, qui s'intéresse beaucoup à toutes ces questions. Et il a séparé des mamans qui allaitaient à la demande de leur enfant. Et il s'est aperçu que les mamans avaient des montées de lait exactement au moment où le bébé pleurait parce qu'il avait faim. Donc, il y a vraiment un lien télépathique entre la mère et l'enfant. Le lien est aussi très fort avec des enfants qui ont un handicap. Donc, les proches qui s'occupent de personnes avec un handicap sont souvent connectés télépathiquement avec lui. Donc ça, c'est des capacités qu'on a depuis tout petit. Et plus on grandit, et plus on va les perdre. On sait, l'âge vraiment le plus souvent évoqué pour la perte de capacité paranormale, quelle qu'elle soit, c'est 7 ans. Et étonnamment, ou pas étonnamment, ça correspond vraiment à l'entrée en scolarité classique. On n'est plus le petit enfant à faire des dessins et des bricolages. Là, on entre vraiment dans une scolarité normale avec des apprentissages, lecture, maths, classiques. Et Et oui, c'est vraiment à ce moment-là qu'il y a la perte complète de ses capacités. Pas pour tout le monde, parce qu'apparemment, à l'adolescence, il y a encore 13% des enfants qui ont des capacités, mais qui restent en permanence. Ce n'est pas juste une fois ou deux qu'il se passe quelque chose, mais qu'ils les ont en permanence. Donc, c'est quand même un très gros pourcentage des enfants. après, dans les témoignages que j'ai eus, il y a beaucoup de gens qui disent contact avec un mort. Donc là, si je lis les chiffres que toi tu avances, hein, d'un sondage Gallup, a montré que 46% des Européens et même 60% des Américains faisaient état d'expériences télépathiques de vision à distance et de contact avec un parent défunt. C'est juste hallucinant. Ah oui, c'est des chiffres énormes. Ça aussi, ça m'a surprise, même si je l'ai aussi vécu, comme beaucoup de gens. Perdre un proche, facilite le contact. On sait que c'est un quart des personnes quand ça touche un proche, un conjoint sur deux, et puis 3 parents sur 4 qui ont perdu un enfant. C'est vraiment des chiffres très conséquents. Et puis, ce qu'on appelle donc, le vécu subjectif de contact avec les défunts n'a rien à voir avec une hallucination. C'est peut-être rassurant. Donc, j'ai mis sur le site les différences. C'est très rassurant pour les personnes qui le vivent de savoir que c'est quelque chose de commun, mais vraiment très courant, et que ce n'est pas des hallucinations de manière prouvée aussi. Oui, c'est vrai que c'est rassurant pour pas dire tiens, je deviens fou, quoi, je discute avec quelqu'un qui est mort. Et dans ton site, après, tu as un item qui est comprendre et aider. Ça, c'est très important. Et là, c'est en 4 divisions.
Comment se sent l'enfant qui a des capacités extrasensorielles? Comment aider l'enfant qui a des capacités extrasensorielles? Conseil d'une jeune adulte et réflexion, la fuite en avant. Ben, ça me semblait important de donner des outils. Alors, il y a chaque fois, hein, pour chaque section, il y a enfin, des possibilités d'aide que je donne, enfin, des explications, comment aider l'enfant ou l'adolescent, ou même l'adulte hein, qui vit ces phénomènes. Moi, je m'adresse plus aux parents, mais ça s'adresse à tout le monde. Donc, chaque fois, il y a comment se sent l'enfant, parce que comprendre comment il est à l'intérieur, bah, c'est aussi l'aider. Et puis après, bah, des pistes très concrètes pour aider l'enfant qui vit ces phénomènes hors normes. Donc, il y a une partie générale avec les grandes lignes de comment faire pour aider et comment se sent l'enfant de manière générale, mais aussi dans chaque section, de manière plus pointue, comment on peut soutenir son enfant. Et après, effectivement, on va plus loin. Dans la rubrique accompagner, là, il y a entretien individuel, création de rites, méthode d'accompagnement. Alors, tu peux nous dire ce que c'est? Création, enfin déjà entretien individuel et puis création de rites. Alors, bon, les entretiens individuels, moi, j'ai la chance justement d'avoir eu cette formation diaconale qui permet justement d'accompagner des personnes. Alors, normalement, à la base, c'est dans l'église, mais en fait, les techniques sont valables partout, qui permettent d'accompagner des personnes ayant vécu des choses un peu paranormales. C'est de l'entretien en face à face, donc on est vraiment à l'écoute de ce que raconte la personne et puis on essaie de trouver des solutions ensemble. On part du principe que c'est la personne qui a les solutions. Mmh. Et donc Et ça, tu peux le faire comme toi et moi, là, tu peux le faire à distance. alors, pour l'instant, je n'avais pas encore mis en place, mais je pense que ça peut, s'il y a une demande, ça peut se faire, effectivement. Oui, parce que comme tu es en Suisse, si je mets quelqu'un a un problème, je ne sais pas moi, il est à Brest. Si toi tu dis que ça peut se faire comme ça, je pense que c'est bien. Oui, oui, oui. Alors, création de rites, c'est quoi? Alors parfois, bah, comme on l'a fait en allant aux États-Unis, tout simplement, mais ça, on a parfois besoin de créer quelque chose qui permet de dire soit au revoir à une ancienne vie, soit de dire aussi, bah, je suis conscient que tu es là, un proche décédé, et puis j'ai envie bah, peut-être de te remercier d'être présent à mes côtés, même si je ne te vois pas. Enfin, on a besoin de créer quelque chose qui permet d'avancer plus loin. Et ce que je propose, c'est d'inventer, avec ceux qui le souhaitent, des rites pour permettre d'avancer parce qu'on peut être bloqué à un moment en tournant en rond. Et c'était le cas, par exemple, d'un jeune américain qui avait les souvenirs d'un soldat américain qui est mort dans un accident d'avion. Et d'avoir pu être sur place et poser, mettre des fleurs à l'endroit où son avion s'est crashé, eh ben, ça a été un rite qui lui a permis de tourner la page et puis d'aller plus loin. Donc, je propose qu'on réfléchisse sur des rites qui peuvent être faits sur place ou peut-être imaginer, dire peut-être dans votre cas, c'est mieux d'imaginer un voyage. Euh, voilà, Bien. chacun, c'est à la demande et selon chaque cas, donc je ne peux pas donner plus de détails. Bon, c'est dans le sens propre du mot rite, quoi. Hein. C'est pas Voilà. rituel, hein, Jésus, Marie, tout Ah ça. non, non, rien du tout. Ça, à moins que quelqu'un en ait besoin aussi pour. Mais ça, tout est ouvert. C'est Tout est- vraiment plutôt d'inventer quelque chose qui permet de tourner la page. Et après, tu as l'onglet qui, pour moi, le plus important, je pense, hein, c'est partager. Dans Oui. cet onglet partagé, tu as la thérapie communautaire intégrative, charte des réunions, groupe de partage enfants, groupe de partage ados, groupe de partage adultes, café rencontre. Ça, je pense que c'est génial. J'essaye de créer ce que j'aurais voulu trouver et ce que j'ai trouvé avec Isnoé, mais
il n'y a pas assez souvent quelque part Vekis Noé, donc j'avais envie d'avoir un lieu où on peut partager ces phénomènes, où on est écouté, où on peut s'entraider. C'est le propre de la thérapie communautaire intégrative, c'est qu'on s'entraide entre nous et on part du principe que chaque personne peut être le prof d'une autre personne. Donc on a des compétences de vie qui peuvent être utiles à toute autre personne. Donc, je me suis dit, ça, c'est vraiment la technique à utiliser pour aider ceux qui vivent des phénomènes paranormaux. Mais en plus, c'est une méthode qui marche puisqu'elle elle a fait ses preuves dans beaucoup de domaines, hein. Les Oui, gens qui sont alcooliques se réunissent entre eux oui, pour, un, s'encourager, je veux pas replonger. L'autre qui a envie de boire, il dit, oh purée, demain j'ai ma réunion avec mes amis. Si je craque, ça va se voir, je n'ai pas envie de craquer. Ça marche pour plein de choses. Tu oui, vois. oui, Et oui. donc, toi, tu t'es dit, bah, ça va marcher aussi pour ceux qui vivent ce genre de phénomène. Oui, bah c'est vraiment une technique qui m'a beaucoup marquée quand je l'ai apprise. J'ai eu la chance de suivre l'enseignement avec son créateur qui s'appelle Adalberto Barreto. Et ouais, c'était magique comme rencontre parce qu'on a vécu vraiment concrètement la thérapie. Et c'est tellement joyeux, c'est tellement convivial. Enfin, moi, ça me correspond bien. J'aime pas quelque chose de trop sérieux, quoi. Il faut qu'on puisse s'échanger, qu'on soit à l'aise. Et cette thérapie, c'est vraiment la meilleure pour ça. Ouais, bah, moi, je suis d'accord avec toi. Je trouve ça extraordinaire. Moi, Alexandra, on va pas faire une émission de 3 heures. C'est déjà une première émission parce qu'on va en faire d'autres. Parce que c'est tellement intéressant ce que tu as à présenter. Donc déjà, je voulais présenter rapidement parce que j'étais vraiment, encore une fois, complètement stupéfait par le résultat de ce sondage que j'ai lancé dans ma communauté. Donc, faire connaître à tous ton site internet déjà pour les parents qui ont des enfants, allez-y. Pour ceux, justement, pour faire connaître. Parce qu'il y a des méthodes, il y a tout. Le site est riche. Hein, on ne va pas faire une émission de 5 heures pour montrer tout le site parce qu'il faudrait minimum une émission de 5 heures rien que pour ça. Moi, franchement, j'ai été stupéfait de votre couple, de toi et ton mari. Non, mais sincèrement, c'est vraiment pas parce que vous êtes quand même. Lui, il est analyste, programmeur, informaticien. Il est juste génial, quoi, parce que bon, c'est celui qui est le plus terre à terre dans la famille, mais qui vous Oui, raconte oui. de temps en temps. Et ça, tu dis aussi que c'est très important d'avoir quand même quelque chose de, on va dire, terre à terre qui se raccroche. Ah oui, ça c'est clair. C'est lui souvent qui nous ramène aux contingences bassement matérielles. Et bah, c'est chouette d'avoir quelqu'un comme lui. Mais en même temps, bah, il comprend ce qui se passe. Et puis, ben, il a aussi vécu hein, des choses hors normes. Donc, on est quand même dans une compréhension. Mais lui nous ramène quand même un peu au terre à terre. Et c'est important d'avoir aussi ce volet-là. Ouais. Parce que moi, je connais, c'est souvent la maman hein, qui joue le rôle, qui écoute plus que le papa. Je connais un couple là où les enfants ne discutent de ça qu'avec leur mère, parce que leur père fait ah, arrête tes conneries, tout ça, arrête de regarder la télé. Donc, il l'écoute même pas, quoi. Hein. Et alors que c'est juste stupéfiant à écouter ce genre d'enfant. Moi, la première fois que j'ai eu affaire à ces phénomènes paranormaux avec des enfants, c'était le fils d'une amie. À l'époque, il avait 11 ans. Et il n'était pas très grand, on va dire, physiquement, tu vois. Et puis moi, je l'ai connu tout petit, donc pour moi, c'était mon petit, quoi. Hein. Je veux dire, on allait se balader ensemble quand il était bébé, je l'emmenais à la poussette. Waouh! Quand il avait pas grand-chose, ils ont déménagé dans une nouvelle maison, et là, il a vu des choses, quoi. Et sa mère était désemparée, elle ne savait pas comment faire. Donc, le mari, c'était même pas la peine. Donc, elle m'en a parlé à moi, et puis moi, je dis, ben, je vais écouter ton enfant. Et j'ai écouté le petit, mais waouh! Déjà, la première réaction, c'était de ne pas pleurer. Ça, c'était dur, parce que c'était émouvant. Tu as un petit bout là qui parle comme un adulte et qui te pose des questions, et puis à la fin, et Sylvano, tu crois que ces choses sont mauvaises, qu'elles m'en veulent, qu'elles veulent me tuer. Ah t'as juste envie de le prendre dans les bras, les serrer, mais tu peux pas le faire, parce que sinon, tu vas montrer ta peur. Donc, faut que tu restes zen, faut que tu montres que c'est déjà montrer que tu le crois,
mais à la fois aussi montrer que tu n'as pas peur, parce que sinon, lui, il va encore avoir doublement peur. Et c'est extrêmement difficile. Je n'étais pas du tout préparé à ça, moi. Alors, pas du tout, tu vois. Je suis passé de 0 à 1. Et ça a été très difficile. Donc après, on a trouvé quelqu'un pour l'aider. Et effectivement, on a fait partir ces mauvaises choses de la maison qui n'étaient pas si mauvaises que ça, tu vois. C'était juste un conflit. La personne a réglé ce conflit. Je l'en remercie ici. Et maintenant, l'enfant vit bien, quoi. Mais si rien n'avait été fait, cet enfant aurait pu tomber dans l'isolement, dans l'idée de dire qu'il était fou. Et c'est pour ça que c'est important d'en parler, tu vois. Je préfère être passé 1000 fois pour un illuminé, un fou, un imbécile. Si je sauve un enfant, je chine tout de suite, quoi. Là, je suis bien d'accord avec toi. On en a vécu hein, aussi. Et ce que tu racontes, oui, on a été confrontés. Moi, je dirais quelque part, tu parles de la peur, enfin, pas montrer sa peur d'adulte. Et ben moi, c'est mes filles qui m'ont appris à plus avoir peur. Ah oui. Non mais là, moi je sais, mais sur tes filles, on pourrait faire, comme je l'ai dit, une émission de 75 heures, mais c'est juste hallucinant. C'est ouf. Hein. Donc, on fera une émission ici avec ton aîné qui veut aider. Alors, surtout, non, la cadette, c'est ça. La cadette, pardon, qui veut aider les enfants à ne pas vivre ce qu'elle a vécu dans sa scolarité. Oui, parce que comme elle vient de terminer sa scolarité obligatoire, elle a vraiment, vraiment à cœur de pouvoir donner des pistes aux parents et aux enfants hein, qui vivent la même chose qu'elle. Ouais. C'est vraiment sympa de sa part. Et oui, c'est vrai que la scolarité obligatoire en Suisse s'arrête à 16 ans, c'est ça? Alors, à 15 ans, mais elle a doublé une année. Ah, d'accord, à 15 ans. Et après, il se passe quoi en Suisse? Juste... Alors après, on peut aller suivre le secondaire, enfin suivre des études supérieures, donc obtenir une maturité, ou alors faire un apprentissage. Donc, D'accord. c'est ce à quoi elle se destine un peu plus tard. Mais par contre, on ne peut pas, à 15 ans en Suisse, accéder au marché du travail. On ne peut pas décider, tiens, je vais travailler. Comme apprenti, oui. D'accord, ok. Comme apprenti. Ok, eh ben, écoute, pour cette première émission, Alexandra, merci. J'espère que tu risques d'avoir un peu... Dis à ton mari qui est informaticien, si c'est lui qui gère le site internet, qu'il risque peut-être de sauter le site. Donc, dis-lui de bien le calibrer. J'ai de la chance de l'avoir. Et puis d'avoir aussi ma fille aînée hein, qui m'a beaucoup aidée pour la conception du site. Oui, il est superbement bien fait. Franchement, il est superbement bien fait. Bon, vous l'aurez compris, on fera d'autres émissions. On en fera notamment une qui sera beaucoup plus technique sur les moyens de comprendre les phénomènes paranormaux et comment les appréhender pour soutenir les enfants. Eh bien, écoute, Alexandra, merci, merci. À bientôt. À bientôt. Ciao. Allez, au revoir tout le monde. Bye bye.